On est de retour et ravi de vous retrouver donc pour prolonger cette discussion track talent et compétences, où on va parler de talent et de compétences, mais en même temps, on est au cœur, j'en suis sûr, de vos préoccupations, et c'est une quête alors des entreprises, temps de Covid ou pas de temps de Covid. On va parler quand même formation aussi, accélération de la formation notamment. Ça, c'est sans doute propre à la période qu'on vient de traverser, parce que certains des métiers, et vous verrez, on sera avec Elior notamment autour de la restauration collective, certains métiers doivent aujourd'hui faire une sorte de transformation complète et accélérée de leur business model. Donc ça passe par de la formation et ça passe par des exploits en matière de ressources humaines. D'abord, Philippe Burger, Deloitte, les HR Trends, et puis ensuite on se retrouve dans 15 minutes à peu près. Philippe, les HR Trends, et donc la façon dont Deloitte voit les enjeux qui vont être ceux des DRH dans... C'est quoi d'ailleurs? C'est les semaines qui viennent, les mois qui viennent, les années qui viennent? C'est quoi l'horizon de temps d'ailleurs de ces trends? L'horizon de temps, c'est toujours à quelques années. Donc quelques années, oui, voilà, c'est ça. Sur une dynamique où on identifie quelque part un peu des signaux faibles, et on se dit qu'est-ce que ça va donner à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. Donc, alors allons-y. On a plein de sujets. Alors c'est très intéressant parce que énormément des choses dont on a discuté ce matin vont résonner par rapport à cette HR Trends. J'espère. C'est plutôt positif. Voilà. Bon, on triche un peu parce qu'il faut savoir qu'on interroge quand même 6000 dirigeants DRH à travers le monde. C'est ce que j'allais te dire. C'est quand même le fruit, en fait, de ce qui remonte. Comme Fabienne il y a quelques instants, c'est finalement on prend un chiffre, de ce chiffre ça nous donne une idée, de cette idée une opinion, et quelque part les HR Trends c'est ça. Les HR Trends de cette année sont particulièrement en résonance par rapport à des éléments qui ont été soulignés précédemment. On nous a parlé implicitement de la notion d'entreprise sociale, sociétale, qu'on avait identifié il y a à peu près 4 ans de ça, dans les HR Trends, il y a 3-4 ans. L'entreprise sociale, sociétale, c'était quoi? C'était une entreprise qui, au-delà de la performance financière, réfléchissait aussi à son impact social, humain, environnemental. Donc ça, c'est toute cette notion de sens aujourd'hui, sans lequel, j'ai l'impression, il n'y a pas d'entreprise possible. Exactement. Aujourd'hui, on a dit, notre conviction, c'est que cette entreprise sociale, sociétale, elle doit reposer un peu sur ses 2 jambes, comme le disait Fabienne, et puis elle a un ADN constitué de 3 caractéristiques. Une première autour du sens, une deuxième autour du potentiel, et une troisième autour de la perspective. Le sens, Fabien en a parlé, effectivement, c'est aussi pour animer le collectif. Dans la première présentation aussi, ou la première intervention qui avait été faite, on montrait bien que au sein d'Amazon, finalement, on résonne en réseau d'équipes, et pour donner un sens à ces réseaux d'équipes, c'est bien effectivement les perspectives un peu plus larges qu'on va proposer. Donc oui, mais là c'est un sens de carrière, c'est un sens individuel, donc ça peut être aussi, parce que c'est bien l'exemple d'Amazon pour le coup, c'est-à-dire qu'est-ce que tu dis aujourd'hui aux chefs d'entreprise, et pardon au DRH, mais je pense que vous êtes un certain nombre à avoir des patrons comme ça qui disent vous êtes gentils, mais moi ma mission c'est de produire, de vendre au bon prix, de bien payer mes salariés et de faire en sorte qu'ils sortent à peu près contents du travail. Ça suffit comme mission et comme sens, ça Alors non, ça ne suffit pas. Et voilà, c'est ça. Ça ne suffit pas. Ça marche plus. Et en plus, je dirais, vous n'allez pas forcément bien produire, vous n'allez pas forcément bien vendre, vous n'allez pas forcément bien suivre vos produits. Je suis obligé de trouver une dimension supplémentaire à tout ce que je fais. Exactement. Ouais. On le voit, l'entreprise, et on va en reparler, c'est que l'écosystème de l'entreprise est plus le même. On a plus les limites telles qu'on a vues. On a parlé à chaque fois du nombre de collaborateurs, mais de manière générale, la plupart des entreprises travaillent sur un écosystème beaucoup plus large. Et de manière très intéressante, on a fait une étude avec le MIT qui vient qui sera publiée d'ici quelques jours. Mais on a interrogé 5000 managers et responsables à travers le monde. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, ces managers et ces responsables à travers le monde? Ils nous disent que pour 9 sur 10, 87% nous disent l'entreprise et les talents, ça prend au-delà des collaborateurs qui sont employés en CDD, CDI dans l'entreprise. Et c'est bien l'écosystème large que je considère pour mes talents. C'est eux qui... Et donc ça veut dire que là, moi en tant qu'entreprise, il faut que j'émette des signaux qui s'adressent à l'ensemble de ces, alors on disait parties prenantes aussi à une époque, exactement, qui à un moment vont concourir à la production, qui à un moment vont concourir à la performance de l'entreprise. Exactement. Et donc les HR Trends de cette année ont cela de particulier qu'on a finalement vécu une pandémie, mais on a aussi vécu 2 autres crises finalement. On a une première crise qui est une crise sanitaire.
On a une deuxième crise qui est une crise économique. Et on a une troisième crise qui est apparue en 2020, qui est une crise autour des sujets d'équité, des sujets d'inéquité en tous les cas, de race qu'on a pu avoir, et notamment avec tous les mouvements qu'on a connus aux États-Unis. Et ces trois crises, finalement, se sont succédées à un rythme qu'on n'avait encore jamais expérimenté. Et ça s'est traduit aussi sur une évolution de la vision et des convictions des dirigeants et des DRH. Ce qu'on a fait de manière assez intéressante, c'est que on a interrogé ces dirigeants, ces DRH, entre leur vision avant ces crises, cette série de trois crises, et après cette crise. Ouais. Et on voit, Fabienne l'a illustré, Frédéric aussi l'a illustré, la vision des dirigeants a très fortement changé. C'est-à-dire qu'ils sont passés d'une vision qui était autour d'une réflexion tournait beaucoup autour de changements qui ne pouvaient être que des changements incrémentaux. Finalement, quand je travaillais sur mes stratégies, je considère que je peux avoir une série de scénarios de disruption, comme on dit, ou en tous les cas de mise en difficulté de mon business. Ils ont eu un shift complet en se disant finalement ce qu'on appelle le signe noir, ou en tous les cas le signe noir, ou en tous les cas les scénarios improbables, mais avec très fort impact, peuvent survenir, et comment je les considère désormais dans ma stratégie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que face à ça, donc non seulement ils ont eu ce shift en se disant finalement c'est ça que je dois considérer pour l'avenir, et leur premier réflexe ou leur priorité, c'est de se dire demain, mon enjeu, c'est que mes talents doivent être en mesure de s'adapter, de se reformer, d'évoluer pour répondre à cette transformation ou à cette volatilité accélérée qu'on va avoir désormais. On l'a vu, et ce qui résonne peut-être presque de manière un petit peu contradictoire avec ce que tu disais il y a un instant, Philippe, on l'a vu dans cette plénière, on le verra dans les tracks où tu vas m'accompagner pour certains d'entre eux. Le potentiel de l'entreprise, en fait, l'entreprise doit absolument se pencher davantage qu'elle ne le fait aujourd'hui sur son potentiel interne, sur ses compétences internes. Voilà. Elle est riche de richesses qu'en fait elle ne maîtrise pas et qu'elle ne connaît pas elle-même. Exactement, et que souvent les collaborateurs connaissent mieux. Voilà. Pourquoi elle doit se concentrer aussi là-dessus? C'est tout simplement parce que les entreprises comprennent que l'environnement changeant très très vite, c'est essentiel d'avoir une certaine flexibilité ou adaptabilité des collaborateurs. C'est aussi pour ça que dans l'exemple d'Amazon, les niveaux étaient réduits. C'est pour se permettre d'être plus adaptable, de réagir plus vite. Et effectivement, les entreprises nous disent, moi, la notion de réflexion que je vais avoir sur le potentiel des collaborateurs, des marketplaces que je vais développer en interne, sont des priorités pour leur permettre, eux, de se dire comment est-ce que je repense le travail, comment est-ce que je repense mes activités. Donc ça veut dire, donc premier point, du sens, il faut émettre des signaux qui sont différents de la simple production et de qu'est-ce qu'on est bon, voilà. En gros, ça suffit plus. Deuxième point, il faut organiser l'autonomie. Exactement. Voilà, donner tous les outils, toute la possibilité en fait aux collaborateurs d'exprimer leur puissance et leur force. Et c'est la seconde priorité qui a été identifiée par les dirigeants, c'est de se dire comment est-ce que je rends mon organisation plus adaptable, plus flexible. Et c'est en organisant cette autonomie, mais comme le disait Fabienne précédemment, avec une notion aussi de sens du collectif. Ça peut pas être une autonomie qui est j'avance comme je veux, il faut quelque part que je donne cette perspective. L'autonomie, ça n'est pas l'anarchie. Exactement. Voilà. Et ça se coordonne. Et elle a quand même parlé de courage managérial. C'est-à-dire que c'est dans ce contexte particulier qu'alors le courage managérial et la capacité de dire non, comme on dit de moins en moins non, devient de plus en plus importante. Exactement, et de mieux comprendre et de mieux écouter ce qui se passe dans son organisation, dans ses équipes. Les exemples d'avoir des pulses, des surveys un peu quotidiennes, c'est aussi ça, c'est de comprendre et à un moment de prendre un certain nombre de décisions. Voilà. Ok, on continue, on avance. On continue. Alors, troisième grande dimension, donc on a parlé du sens, on a parlé du potentiel, la perspective. L'idée c'est quoi? C'est d'essayer de projeter l'organisation dans le futur. On va essayer d'identifier un certain nombre d'évolutions des compétences, d'évolutions des métiers. Et ce qui ressort de cette étude, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, c'est plus possible, et d'ailleurs les dirigeants ont bien compris, c'est plus possible de juste se dire je prends le travail et puis quelque part je vais l'optimiser, je vais faire un redesign un peu. La machine, la technologie va m'aider à faire
mon travail de la même manière, mais simplement de manière plus efficace. Ce que tu disais tout à l'heure, innovation incrémentale, quoi. Voilà. Exactement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, non, ils sont 60% à nous dire, il faut que je repense mon travail. Il faut que je repense mon travail en intégrant en amont les facteurs humains, le bien-être dont parlait Fabienne, mais aussi toute la dimension de comment est-ce que je peux être plus adaptable dans la façon dont je réalise mon travail. Donc ça, c'est cette troisième dimension, ce troisième niveau, cette troisième tendance, c'est cette perspective, c'est de se dire comment je vais pouvoir repenser complètement mon travail et non pas simplement le réajuster. De manière très intéressante, quand on a interrogé les dirigeants, il y en a seulement 13% qui nous ont dit ils nous ont dit majoritairement, je vais utiliser de l'IA, je vais utiliser des nouvelles technologies, mais ils sont 13% seulement à nous dire l'IA va remplacer de l'humain. Ils sont plutôt à se dire l'IA va après 13% seulement. Seulement 13%. Ça veut dire que la très grande majorité considère que l'intelligence artificielle va plutôt compléter les individus, et nous, notre conviction d'ailleurs, c'est plutôt les équipes, c'est ce qu'on avait appelé les super teams. Je te souviens. J'avais adoré ta super équipe, mais d'ailleurs, elle est toujours là, ta super équipe. Elle est toujours là, HR Trends. Elle est toujours là, et elle est effectivement un levier essentiel de la façon dont les organisations vont se réinventer. On parlait des équipes de direction tout à l'heure. Le sujet, c'est comment RH, IT et business vont fonctionner ensemble. Et la super équipe et ta définition de la super équipe, c'est comment est-ce que l'humain garde le contrôle, mais augmenté d'une certaine manière de la technologie. Exactement, voilà. Puisque l'IA va être capable d'absorber ou de traiter des quantités de données, elle va venir nourrir l'humain qui, lui, a des caractéristiques particulières, qui est que on gère beaucoup mieux l'incertain, on gère beaucoup mieux ce qui est le monde dans lequel on vit, qui est beaucoup moins prédictif. C'est ça. Et c'est d'ailleurs un des enseignements paradoxaux de cette HR Trend, c'est que dans un monde de plus en plus digital, où on craint que l'algorithme, que la machine remplace l'humain, notre conviction, c'est qu'au contraire, la place de l'humain sera prépondérante. Voilà. C'est rassurant. Je voudrais être sûr que vous ne dites pas ça pour nous faire plaisir et pour nous rassurer, mais non. Les dirigeants nous le disent. Philippe, il nous reste quelques minutes. Il faut quand même. Pardon. Non, parce qu'il y a l'éléphant au milieu de la pièce. C'est-à-dire, quand on a préparé l'ensemble de cette journée, on avait des DRH. S'il vous plaît, parlez d'autre chose que du télétravail. On n'en peut plus. On baigne dedans, etc. Donc, on vous parle d'autre chose. Simplement, on va pas non plus ne pas en parler. Parce que c'est quand même leur obsession à tous, là, comment ça s'organise. C'est comment ça s'organise. Et là, tu parlais de paradoxe tout à l'heure, c'est un des paradoxes auxquels on a à faire face. C'est-à-dire que le télétravail, quand on interroge les dirigeants, ils vous disent, le télétravail, les collaborateurs l'ont très bien perçu. Et je pense qu'il y a une partie qui est vraie, il y a une partie des collaborateurs qui l'ont apprécié. Mais je pense que la vision des dirigeants est aujourd'hui décalée par rapport à celle des collaborateurs. C'est-à-dire que le télétravail a aussi généré des enjeux en matière de bien-être, des enjeux en matière de burn-out. De nouveaux risques psychosociaux. De nouveaux risques psychosociaux. Et il y a une déconnexion entre la vision du dirigeant qui vous dit le télétravail c'est très bien, d'ailleurs on va le généraliser parce que déjà ça a des effets aussi économiques certains, pour l'activité qui augmente, finalement des coûts immobiliers qui sont plus faibles, etc. Et la vision des collaborateurs qui vous disent oui mais ça crée d'autres enjeux. Et quand vous interrogez les collaborateurs, ils vous disent la question du bien-être, par exemple, va faire partie des 2-3 premières priorités qu'ils peuvent avoir. Les dirigeants, le bien-être descend assez loin aujourd'hui. Donc il faut absolument réconcilier ça. Donc il faut réconcilier ça. Il n'y a pas de temps à perdre. Voilà. Et il va falloir repenser complètement la façon dont on structure le travail. Comme on a pu le voir un peu ce matin, il ne faut pas perdre de vue que la notion du collectif se fait aussi par les échanges. La notion de l'innovation se fait aussi par l'impromptu. Je te rencontre, on échange. Et cette partie-là, elle est moins bien traitée aujourd'hui par le télétravail. 30 secondes. Il nous reste 30 secondes. Pour finir, un message d'optimiste aussi, de manière très intéressante, c'est que les DRH ont excessivement bien traversé la crise qu'on a connue, puisque vous avez un niveau de défiance dans la capacité du DRH à gérer le futur qui a été divisé par 2. Waouh. Et un niveau de confiance dans les DRH à gérer le futur qui a été multiplié par 2. Donc, chapeau, on peut dire, parce qu'ils te regardent, bravo. On peut dire, voilà, chapeau les gars. Bravo. Ouais. Voilà. Ils sont montés au front et je pense que ça a été une réussite. Voilà.
Bien, on repart avec Franck Chéron, associé capital humain chez Deloitte. Et Franck, tu vas m'aider en fait et nous accompagner pendant ces 3 quarts d'heure de débat autour de talent, compétences. Talent et compétences, qu'est-ce que ça t'inspire? Quelles sont pour toi les lignes de force autour de ces 2 mots-clés? Ça m'inspire 3 sujets. Le premier, c'est un sujet qui est plutôt structurel sur les compétences. Les compétences, on sait, alors en général, ça fait, on dit qu'une durée de vie moyenne d'une compétence c'est 5 ans désormais, et ça a tendance à diminuer encore plus qu'auparavant, puisqu'il y a les enjeux technologiques qui arrivent de plus en plus rapidement sur le marché et des coûts de moins en moins chers. Donc il y a une appropriation en termes de robotisation, automatisation au niveau des entreprises, qui fait que la durée de vie d'une compétence est de plus en plus courte, on va dire, et nécessairement ça. Quel que soit le niveau de formation, au bout de 5 ans, faut y retourner, quoi. Voilà, en moyenne, effectivement. En moyenne, ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est un sujet qui est structurel. Ouais. Un point autre qui est conjoncturel, c'est vraiment la crise. Ça a été un vecteur d'accélération de ce sujet-là, c'est-à-dire que les entreprises et les individus, les salariés, ont pris en compte aussi ce phénomène. Alors, c'est soit une responsabilité sociale du côté de l'entreprise, une nécessité de transformer, soit aussi une appropriation en termes de salariés et collaborateurs, qui est plutôt en termes d'employabilité. Les deux se croisent, mais à la fin, c'est un phénomène conjoncturel qui est extrêmement important à prendre en compte. Avec en plus, avant ton 3e point, mais on va le voir là avec Elior, un certain nombre de secteurs qui sont obligés de se transformer à très très grande vitesse. Voilà, exactement. Il y a vraiment, il n'y a pas quelque chose d'homogène comme on avait pu le voir auparavant. C'est quelque chose de totalement hétérogène en fonction de l'impact de la crise. Alors l'aéronautique, les services, on va dire restauration collective, qui vont être impactés de façon plus importante. Voilà, et qui sont obligés de se transformer. 3e point. 3e point qui me paraît essentiel à soulever, c'est une sorte de paradoxe entre la formation, on a vu qui est arrivée depuis 18 mois au sein des entreprises et pour les collaborateurs, une formation qui donne de la connaissance, mais derrière un lien avec les compétences qui est extrêmement dilué, puisqu'en fait la compétence, c'est la mise en pratique de ces connaissances dans une situation professionnelle, et on met en exergue, en tout cas, ses savoir-faire et ses savoir-être au service d'un contexte qui est, en général, le contexte de l'entreprise. Ouais. Et entre la formation qui est donnée, on va dire, ces 18 derniers mois et, on va dire, l'acquisition de ces compétences, il y a un délai qui est, on va dire, de 2, 3, 4, 5 ans en fonction des... Avant que ça devienne opérationnel, c'est ça? Avant que ça devienne opérationnel, donc il y a une acquisition, au fur et à mesure des compétences. Donc il y a une nécessaire adaptabilité, aussi bien des entreprises que des individus. Oui, mais ça, c'est pas possible. Tu peux pas me dire d'un côté, au bout de 5 ans, on est obsolète, et d'un autre côté, il faut 5 ans pour que la formation devienne opérationnelle. À un moment, ça bug. Ça ne marche pas. Alors en fait, c'est pour ça qu'il y a un phénomène de continuité en fait d'apprentissage et de montée en compétences qui est nécessaire, aussi bien au service du collectif que de l'individu. Et tu verras ce que nous dira Pascal Gramont tout à l'heure, la vice-présidente Brand and Marketing de Cross Knowledge. Et peut-être que c'est ça aussi, ça va être une obligation, en même temps une rupture et un atout. L'entreprise est un endroit formidable pour apprendre, en fait, dit-elle. Voilà, ce qu'on a un petit peu oublié. Effectivement. Enfin, mais alors il y a ce mot d'apprentissage, mais qui est sur une catégorie bien particulière de population. Mais finalement, cet apprentissage permanent auquel on va continuer, comme tu dis, voilà, auquel on va tous devoir se plier, on va réaliser que l'entreprise c'est un formidable endroit pour apprendre. En tout cas, c'est sa conviction. Voilà. Et on va en parler maintenant en rentrant dans le vif du débat. Donc, on rentre dans le dur de ce débat. Arnaud de Barjonner est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour Stéphane. DRH France d'Elior et Pascal Gramont. Bonjour Pascal. VP Brand and Marketing Cross Knowledge. Un mot de présentation de Cross Knowledge, mais on va en parler de toute façon autour de la formation, parce que Elior, je pense que globalement ça va. C'est quoi grosse notoriété quand même, Elior, taux de, comment ça s'appelle, notoriété spontanée ou quelque chose comme ça qui doit être... Notoriété spontanée, c'est très forte, très forte. Cross Knowledge. Cross Knowledge est une solution de digital learning, voilà, pionnier du e-learning depuis plus de 20 ans. Alors, vous ne le savez pas encore, mais Arnaud, il pense que le digital learning, c'est la seule solution. Voilà, point à la ligne. Le présentiel ne marche pas. Voilà, il est très clair. Tout dit, le présentiel ne marche pas. Et puis donc, Franck qui va m'accompagner et qui va m'aider autour de ce sujet, donc de talent et compétences. Arnaud, il faut alors je l'ai dit en présentant ce débat, parce que, et merci beaucoup d'être là. Tu fais partie de ces secteurs qui ont pris la transformation imposée par, enfin, j'en sais rien d'ailleurs, l'accélération des transformations, on va dire ça comme ça. Tout à fait.
l'accélération des transformations qui l'ont prise en pleine face et qui doivent faire muter finalement l'ensemble de tes... Alors j'ai vu, c'est 9400 restaurants, c'est ça, en France ? C'est ça. 9400 restaurants, qui sont d'ailleurs autant, on peut expliquer ça rapidement, de BU autonomes. Déjà, elles sont en forte autonomie. Ils sont en forte autonomie. Ils sont déjà en forte autonomie. Il y a des petits satellites, mais la plupart sont des restaurants en forte autonomie, oui. Et tu m'as appris ce mot d'ailleurs, ce sont des cuisinants. Les cuisinants, voilà. On appelle les cuisinants. La plupart sont des cuisinants. Alors, c'est tous ceux, en fait, mais j'aime beaucoup, parce que c'est tous ceux qui participent, en fait, au fait de, à la fin, nous restaurer. À la préparation du repas, ouais, effectivement. Voilà. Alors, allons-y. L'enjeu, c'est quoi, justement, pour toi, aujourd'hui, dans cette mutation à grande vitesse de la restauration collective ? L'enjeu, c'est surtout d'accompagner ce changement, parce que ce changement était structurel. On savait déjà, dans la restauration collective, les façons de consommer, les façons de se restaurer changeaient. Le Covid nous a obligés à aller beaucoup plus rapidement et à nous adapter. Et nous adapter, comme dans notre métier, c'est le capital humain qui est le plus important, ouais. Il faut qu'on adapte les compétences de nos collaborateurs. Ouais. Et adapter les compétences, c'est de savoir déjà quelles sont les compétences dont on a besoin aujourd'hui, mais qui seront les compétences de demain. Et c'est là où tout le challenge réside, parce qu'il faut que l'on, à la fois, fasse émerger ces nouvelles compétences, à la fois donner envie à nos collaborateurs, vous le disiez tout à l'heure, de travailler sur leur employabilité et d'avoir ce mindset de vouloir changer de métier. Est-ce que tu peux nous dire, parce que en même temps c'est notre vie quotidienne à tous là, donc est-ce que tu peux nous dire, alors surtout je respecte la confidentialité totale de l'ensemble de ce qui doit être une révolution profonde quand même au cœur d'Elior, mais en fait les fonctions qui vont se réduire et celles qui vont se multiplier ou dont tu vas avoir davantage besoin. Alors il va y avoir des fonctions qui vont naître, parce que tout ce qui est click and collect, il va falloir qu'on ait des personnes qui soient beaucoup plus aguerries à tous ces systèmes informatiques. Je dirais qu'il n'y a pas de métiers qui vont disparaître. Il y en a qui vont être certainement moins importants qu'ils n'étaient jusqu'à maintenant, et d'autres qui vont émerger. On pense spontanément au service en salle, par exemple. C'est ça. Voilà, c'est ça. Exactement. Le service en salle, il y aura toujours du service en salle, mais ça sera peut-être pas prédominant. Et donc, le sujet, c'est prendre l'ensemble des gars qui aujourd'hui font du service en salle et essayer de leur apprendre un autre métier. Oui, et alors c'est changer aussi de paradigme. Jusqu'à maintenant, on faisait des revues de talent où nous, les managers, on regardait, on se disait, tiens, telle personne va être compétente pour tel métier ou peut changer de métier. Aujourd'hui, il faut vraiment que ça vienne de la part de nos collaborateurs qui veuillent changer de métier. Et donc, c'est à eux de prendre en charge leur carrière et de leur montrer, de lever la main et de dire, voilà, moi, pourquoi pas? Pourquoi je ne pourrais pas faire ce travail? Et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est là où la formation sera importante parce qu'on les accompagnera pour pouvoir faire cette transition. Alors, je comptais y venir plus tard, mais comme tu as... Non, mais parce que c'est très intéressant. Raconte-nous cette opération donc qui s'appelle Pourquoi pas vous, c'est ça Et si c'était vous? Et si c'était vous, voilà. Et en si fait, c'était vous? Ça a été simplement inverser nos revues de talent. Les revues de talent jusqu'à maintenant, on prenait la liste de nos collaborateurs et on regardait ce qu'ils faisaient, leurs résultats et le potentiel qu'ils avaient. Aujourd'hui, on met les postes sur un site et on dit voilà, ces postes sont existants. Si vous voulez, pourquoi ça ne serait pas vous? Et si c'était vous? Et à ce moment-là, il faut une petite vidéo pour se présenter et puis on fera les entretiens. Mais c'est eux qui prennent l'initiative de dire moi j'ai bien envie d'essayer ce métier. D'essayer ce métier-là. Et il y a un descriptif, suffisant du poste pour qu'on puisse réellement l'appréhender? Complètement. Il y a un descriptif suffisant, mais suffisamment... avec des lacunes pour être sûr qu'on a envie d'aller le chercher. Oui, il y a un petit côté piège quand même dans ton truc, c'est un traquenard. C'est un côté découverte. Vous savez, on a vraiment besoin de leur faire découvrir quelque chose de nouveau. Et si on met pas un peu de secret dans ce que l'on va présenter, ici, en France, en tous les cas, intrinsèquement, on n'a pas l'habitude d'aller le faire. Changer ses habitudes, sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose de compliqué. Donc, les aiguiser un petit peu en leur donnant les grandes lignes du métier, mais en leur disant, venez voir, et puis vous adopterez. Franck, on est sur pardon, je parle d'expérience, mais on n'a pas dit, mais c'est combien de collaborateurs qui sont... Un peu plus de 23 000. Oui, voilà, c'est ça. C'est quand même... c'est massif. C'est très, très intéressant quand même. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un mi-parcours, on va dire, un chemin d'entreprise qui propose et aussi le collaborateur qui va essayer d'y aller. Donc, je trouve que ça résume assez bien la situation. Mais en termes de défis, est-ce que sur les clients que tu peux croiser aujourd'hui, parce qu'on va y aller, tout ça est très, très structuré, et donc on va y aller feuille par feuille.
les clients que tu conseilles, avec lesquels tu travailles, est-ce qu'il y a des défis aujourd'hui qui sont comparables? Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des secteurs. Alors, je pense c'est quoi, la moitié de la force de travail aujourd'hui qui va devoir changer de compétence? Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'en fait, il y avait trois types de sociétés auparavant. Celles qui ne changeaient pas, celles qui voulaient changer mais qui attendaient, et celles qui étaient au pied du mur pour changer. Ouais. On va faire court. Là, avec le contexte qu'on a vécu ces 18 derniers mois, en fait, il y a une population, enfin, c'est beaucoup plus les sociétés qui doivent changer immédiatement et les sociétés qui bougent pas, puisqu'en fait, finalement, elles étaient déjà acclimatées à un environnement qui était particulier. Là, on se retrouve avec un phénomène, et on le voit, moi j'appelle ça le reformatage des compétences. Ça englobe pas mal de choses. Et je pense que ce que disait Pascal, c'est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a le reformatage des compétences, donc des collaborateurs, mais surtout aussi la projection de l'entreprise sur les métiers de demain. Et je pense que l'agrégation des deux et les deux chemins font que demain, en fait, on va avoir des sociétés qui se transforment avec les collaborateurs. Et je pense que là, c'est le cœur du sujet, le cœur du réacteur. On va y aller dans le cœur du réacteur. Pascal, il y a un sujet aussi que toi tu connais par cœur, qui est aussi au cœur de la démarche d'Arnaud et d'Elior. C'est un très important turnover. Et donc c'est une obligation, et toi tu crois à ça énormément, une obligation en fait de faire avec les gens qui sont aujourd'hui au cœur de l'entreprise. Oui, je crois qu'il n'y a pas le choix. D'abord parce que ça coûte cher d'aller sur le marché chercher des talents qui parfois sont rares. Et donc, être capable de faire évoluer sa force de travail est capital parce que c'est là que se trouvent aujourd'hui les talents et c'est ça qui va être le plus rapide. Et c'est ça qui va permettre d'évoluer rapidement, de s'adapter rapidement. Donc oui, il faut leur donner les moyens de s'adapter. Et c'est ça qui va faire le vivier des talents de demain. Et il n'y a pas le choix. Donc, plus que jamais. Alors, où sont les freins aujourd'hui, Pascal, à cette adaptation, justement, de la force de travail? Alors, l'adaptation, c'est ce qui est au cœur de l'évolution, mais c'est pas facile. Et il faut savoir répondre à deux questions. C'est qu'apprendre et comment apprendre. C'est deux questions simples, dont les réponses sont plus complexes. Tu m'étonnes. Ah oui, non, c'est très clair. Mais ça se résume à ça. Alors, qu'apprendre, ça dépend un peu de l'entreprise, ça dépend un peu du marché, et puis ça dépend de l'apprenant, ses motivations. Et c'est là où je vous rejoins, il faut absolument être capable de susciter la motivation, bien sûr. Et pour ça, il faut expliquer quel en est le bénéfice. C'est un peu comme, vous savez, tout ce qui est régime, sport. Tout le monde sait qu'il faudrait en faire un petit peu, mais ça demande des efforts, c'est pas facile, faut créer l'habitude, etc. Et on est autour de, oui, il faut essayer un petit peu, voir le bénéfice que ça donne, parce que ça devient plus facile de faire son métier, ou ça, on voit bien que c'est un chemin d'évolution, et du coup, c'est ça qui motive et engage. Ouais. Et aujourd'hui, une formation sans engagement, ça marche pas. Et vous pouvez mettre tous les moyens que vous voulez. Si vos apprenants, ils sont pas motivés, oui, ils démarrent, ils continuent pas, etc. Ouais, t'as des critères d'ailleurs là-dessus qui sont des critères précis. Justement, parce que on va aller sur le e-learning et sur la façon comment l'apprendre. J'imagine comment digital. Apprendre, oui, bien comment sûr, apprendre digital. Mais... Et juste là-dessus, il y a des critères très précis chez Cross Knowledge où on voit si ça colle ou si ça colle pas. Alors, c'est en fait le cœur de l'engagement, ça va être la personnalisation à un moment donné. C'est de comprendre qui on a en face. Et c'est ça que permet le digital learning. C'est plus, il y a la même formation pour absolument tout le monde, quelles que soient vos motivations et quelles que soient vos préférences d'apprentissage. Donc, on va utiliser, tout ce qu'a permis les outils digitaux, de la personnalisation. On va essayer de comprendre qui on a en face de nous pour envoyer des programmes plus ou moins longs en fonction d'un profil, etc. C'est l'usage de la data, c'est l'automatisation et plus tard l'intelligence artificielle, etc. Mais j'avais été très intéressé, moi, par votre gestion de l'abandon. C'est-à-dire, alors je parle vraiment sous ton contrôle. Oui. En gros, si on abandonne la formation avant, c'était quoi ton chiffre? 20%, je crois? Oui, en fait, on estime aujourd'hui que quand on revient à la question de qu'apprendre, c'est pas facile. Donc, on se retrouve avec, je démarre, et puis, en fait, c'est pas ce qu'il me faut. Et donc là, ça veut dire qu'on s'arrête avant les 20%. Avant les 20%. C'est ça. L'étendue du contenu. Là, on peut se dire,
ça n'est pas pertinent. Et la pertinence est importante. Et c'est ça aussi, comprendre qui on a en face, ça permet d'envoyer du contenu qui est pertinent. Mais est-ce que ça veut dire que... Non, mais c'est vrai. Est-ce que ça veut dire que si j'ai fait, j'en sais rien, 30% et que j'abandonne, alors vous allez vous dire, attends, on retente un coup. On retente parce et que voilà, là, c'est ça. peut-être, ok, j'ai été dérangé, c'est trop long, mais... Ouais, il y a un truc qui s'est mal passé, mais peut-être que ça peut... Voilà, le contenu m'intéressait. Donc, c'est peut-être pas la bonne activité, parce que après, on peut en parler, mais dans le module comment apprendre, la question, c'est, il y a la connaissance, et puis il y a la pratique, il y a entre guillemets, les exercices qui permettent d'ancrer ces connaissances dans la pratique. Et l'acquisition d'une compétence, c'est aussi la pratique. C'est pour ça que l'entreprise est un endroit fantastique. Mais ça, alors, on le disait tout à l'heure, tu penses que l'entreprise... Bon, Arnaud, prévoir les métiers dont tu auras besoin. Enfin, c'est facile à dire. C'est difficile à faire. Tout à fait d'accord. Mais pourtant, c'est sans doute une démarche essentielle, même sans doute, enfin, la première des démarches à entreprendre. Mais c'est là où tout le travail. C'est quoi la méthodo ? La méthodo, c'est le travail, vous le disiez tout à l'heure, c'est de travailler avec nos clients, parce que nos clients vont nous dire ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent, et nous, on va adapter après par rapport à la méthodologie, par rapport au repas, par rapport au click and collect, par rapport aux différentes façons de le faire. On va trouver, et on les trouvera, parce qu'on a quand même un panel de compétences et un panel de formation qu'on peut adapter à ces nouveaux modes de consommation. Mais c'est vraiment notre client, nos convives qui vont nous dire ce dont ils ont besoin. Il y avait une phrase de Steve Jobs qui disait « Si vous demandez à vos clients ce qu'ils veulent, le temps de le faire, ils voudront autre chose. » Ce qui est très vrai aussi. Donc c'est à nous de nous adapter rapidement. Et on le disait tout à l'heure, il faut qu'on aille vite, il faut qu'on aille très très vite. Alors, et d'ailleurs, le Covid, c'est ce qui nous a poussé à le faire, parce qu'on était en transformation déjà et on s'est rendu compte que si on continue à notre rythme, dans 5 ans ou 6 ans, on serait arrivé à peine à ce que l'on est en train de mettre en œuvre maintenant. Alors, qu'est-ce qui bloque les managers ? Alors, ce qui bloque les managers, c'est... Non, je sais. Qu'est-ce qui bloque ? 2 points, c'est la réponse, en fait. Ah oui, les managers. Les managers. Mais ça peut aller même... Sont ce qui bloque, voilà. Oui ou non ? Oui. Ça bloque, mais ça bloque pas d'une façon volontaire. Ça bloque parce qu'il faut un changement de mentalité, un changement de paradigme. Je disais tout à l'heure, un manager, il a une grosse crainte. C'est de se retrouver un matin sans ces éléments. Et quand il a des bons collaborateurs qu'il connaît et que vous lui dites que cette personne-là va évoluer parce qu'elle doit évoluer, il est toujours très content que son collaborateur évolue, parce que pour lui, c'est une façon de montrer qu'il a su faire son travail. En revanche, comme il sait que sur le marché, on a des difficultés pour recruter, on a des difficultés à mettre quelqu'un d'autre derrière, ils sont souvent un peu des freins en disant « moi, je vais me retrouver sans personne parce que lui va progresser ». Donc c'est à nous, en RH notamment, de travailler à cette confiance pour lui dire « on t'enlève un bon élément, sois content parce que lui, il évolue, mais on va te mettre un autre bon élément qui, lui, va évoluer ou qui, lui, va continuer ». Et c'est là où il faut qu'on gagne leur confiance pour qu'ils ne se sentent pas eux, contre le mur, parce qu'ils ont les clients quand même derrière, et le client, lui, qu'on ait fait évoluer quelqu'un ou non, lui, ce qu'il veut, c'est que le repas sorte dans la qualité que l'on avait promise. Et on revient au début, c'est-à-dire à tes 9400 restaurants qui sont, pour beaucoup d'entre eux, des business units indépendantes. Complètement. Et voilà. Et donc, là, la boucle est bouclée, et on comprend très bien le manager qui dit, je sais pas à quoi vous jouez, mais vous allez me planter. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est un petit peu aggravé maintenant, parce qu'on a beau dire le Covid, qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, se sont retrouvés sans métier, et notamment en restauration, mais on recherche tous les mêmes profils, on recherche tous les mêmes compétences, et c'est vraiment pas évident de recruter à l'heure actuelle. Et donc, vous avez mis en place des dispositifs de bonus pour essayer de accélérer cette mobilité. Alors, on l'avait déjà, mais on l'a renforcé beaucoup plus, c'est-à-dire que dans notre système de bonus, il y a toute une partie financière et une partie qualitative. Dans la partie qualitative des managers, justement, on va regarder le nombre de collaborateurs qu'ils font évoluer, le nombre de collaborateurs qui ont de la mobilité ou de la promotion interne et qui sont issus de telle ou telle région ou issus de tel et tel restaurant, si bien qu'on a des restaurants qui sont vraiment reconnus pour être très formateurs, pour être des pépinières de viviers pour après dans d'autres postes. Et effectivement, il y a une partie de ce bonus de management qui est indexée à la promotion interne. Et ça peut donner quel pourcentage de ce bonus ? Ça peut aller jusqu'à 20%. C'est significatif, hein ? Très incitatif. Très incitatif. J'étais 20%. Oui, hein, Non, mais c'est extrêmement intéressant. Ouais. Hein.
C'est un critère qui est à la main du manager, enfin du manager du N+1. Ouais. Donc s'il décide que ce 20% doit être mis sur tout ce qui est évolution des collaborateurs, il peut mettre les 20% sur l'évolution des collaborateurs. Et c'est quelque chose, en tout cas... Sinon, il peut aller sur d'autres critères RH, c'est ça? Il peut aller sur d'autres critères... D'autres critères RH ou autres critères qualitatifs. Qualitatifs, d'accord. Et c'est lui qui les définit, en fait. Exactement. Et d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, on a 2 indicateurs. On a celui de la promotion et celui du turnover. Nous, on a un indicateur sur le turnover parce que le turnover, c'est pas juste le salarié qui décide de partir. S'il décide de partir, il y a une mauvaise intégration ou un mauvais recrutement, mais il y a une partie managériale très importante pour faire baisser le turnover. Ah ouais, donc il faut qu'il y ait du mouvement, mais pas du mouvement vers le dehors. Pas dehors. Ouais, c'est ça. Et Franck, un commentaire là-dessus. Enfin, 2 commentaires. Super intéressant, structuré en tout cas. Ouais, 2 commentaires. Je pense que le manager, de toute façon, dans toutes les transformations d'entreprise, c'est un peu la courroie entre les collaborateurs et finalement ce qui est pensé au niveau de l'entreprise. Donc c'est lui qui diffuse. Hein, donc c'est clairement ça. Ouais, mais en l'occurrence là, il diffuse pas. Bah, en fait, en l'occurrence, ce que nous dit Arnaud, c'est qu'il coince. Il coince, mais c'est lui qui doit être censé amorcer. Aussi, bon, voilà, il doit être censé amorcer la diffusion. Et après, c'est quelque chose qui est complexe puisque c'est aussi quelque chose qui a évolué très rapidement en très peu de temps. Donc, il y a forcément un phénomène d'acculturation ou d'acclimatation qui est à prendre en compte. Et l'autre point, c'est effectivement sur les aires de mobilité dans les entreprises. C'est extrêmement important. C'est là où en fait on identifie effectivement les points de passage d'un métier à un autre, ou en tout cas les compétences qui peuvent être applicables à un autre métier. Et c'est là où en fait, je pense que le manager a un point clé. C'est lui qui doit pas avoir peur de ce changement. C'est lui qui doit l'impulser. Ouais, et c'est là où en fait on a une mécanique qui est créatrice de valeur pour l'entreprise. Mais vous l'avez tous été, manager. Vous savez que c'est super difficile. Enfin non, mais moi, pardon de les représenter ici, voilà, parce que je l'ai été. Mais quand on est en accord et même parfois en harmonie en fait avec une équipe, même si on est persuadé qu'il faut les faire évoluer parce que l'harmonie en fait ça n'existe pas, hein, c'est un moment comme ça fugace, c'est très très dur quand même. Mais c'est certain. C'est une vraie évolution du rôle de manager du coup qui doit être plus coach et être capable quelque part de faire évoluer ses équipes beaucoup plus rapidement aussi. Et alors Pascal, il y a un autre frein justement. Toi, tu constates que l'apprentissage, alors parce que c'est ce terme d'apprentissage qui est compliqué. On voit bien de quoi on parle. Le fait d'apprendre, voilà, et de se former dans l'entreprise, ça aussi c'est pas spontané, naturel. C'est en train aujourd'hui de gagner ses lettres de noblesse. Oui. Mais là aussi c'est compliqué. Mais parce qu'on venait d'un schéma où on faisait des études. Et puis ensuite, on appliquait ce qu'on avait appris dans l'entreprise et on évoluait par l'expérience, etc. Ça, c'est fini comme modèle. Ouais. On peut même se demander si on va pas aller à l'université juste pour apprendre à apprendre. Puisque de toute façon, on ne sait pas ce qu'il va falloir apprendre après, d'une certaine façon. Donc, ça veut dire que dans l'entreprise, on va se retrouver à être, et Franck le disait tout à l'heure, dans une sorte de formation continue, quoi qu'il arrive. Il y a l'obsolescence des connaissances, il y a ces nouveaux métiers qui arrivent. Il y a la transformation des business models. Absolument. Exactement. Et donc, il va par nature falloir s'adapter et donc apprendre, puisque c'est la meilleure façon de s'adapter, c'est aussi d'apprendre de nouvelles choses. Et donc, voilà, l'entreprise va être le cadre dans lequel les besoins émergent, il faut y répondre très rapidement et il faut s'adapter et être dans un mindset continuel d'apprentissage. Et l'entreprise a un lieu fantastique pour le faire parce que c'est là où on pratique. C'est ça. Et l'apprentissage... C'est ta conviction forte, ça. Hein. Oui, parce que l'acquisition... C'est quoi l'acquisition d'une compétence ? Vous pouvez lire un livre sur être un bon manager... Tant que vous vous êtes pas retrouvé en face des équipes, à essayer, à trouver votre style, etc., vous n'êtes pas vraiment un manager. D'accord. Et donc, il faut y aller, il faut le faire. Et soit c'est plus facile, soit vous avez du retour de vos pairs, soit vous avez du retour de votre manager. Et ça permet de s'adapter, d'aller plus loin et de continuer. Et c'est pour ça que l'entreprise est un lieu fantastique pour acquérir des compétences. Mais voilà, c'est pas facile d'en faire un lieu parce qu'on n'a pas forcément le temps, parce qu'on n'a pas. Donc il y a des forces contradictoires et il faut arriver à mettre en place le bon climat d'apprentissage. Et je pense que là-dedans, le manager a un rôle critique à jouer. Arnaud, tu dis e-learning indispensable, présentiel ça marche pas. Oui, alors présentiel, ça marche et ça a marché. Non, tu m'as dit ça marche pas. Ça marche dans certains. Tu me l'as dit, ça marche pas. C'est vrai, je l'ai dit. Ça ne marche pas parce qu'on n'y met pas. Enfin,
La difficulté du présentiel, c'est qu'il faut faire partir les gens du lieu où ils sont. Il faut les amener sur un autre site. Donc souvent, ils ont du mal à se déplacer. C'est 7 heures, voire parfois 14 heures en dehors de leur site. Et c'est très compliqué. C'est vrai, c'est très, très compliqué. Le e-learning va faciliter l'accès à un plus grand nombre de personnes à ces formations. Après le présentiel, moi, pour les cuisinants, j'aurai toujours du présentiel parce que faire une omelette en e-learning, c'est quand même assez compliqué. Mais, ceci étant, on peut quand même leur montrer de belles images, mais c'est plus compliqué. Et c'est ce que vous disiez, l'entreprise peut permettre à la fois de mettre en pratique, donc le présentiel existera toujours, mais de moins en moins. De moins en moins parce que il faut qu'on puisse leur donner accès à ces formations d'une façon facile, dans le temps. L'avantage avec le e-learning, c'est que vous pouvez, en tout cas dans les modules que l'on a développés, vous pouvez débuter votre formation, l'arrêter parce qu'il y a un impondérable et la reprendre, et l'arrêter à nouveau et la reprendre. Ça vous donne une flexibilité que l'on n'a pas en présentiel. Mais après, il y a des modèles blendés. Enfin, oui, il y a un mix d'un peu de présent. Alors, pas forcément du présentiel, mais en tout cas de l'humain. Parce que, encore une fois, la pratique, elle est liée à de l'interaction humaine. Donc, vous pouvez très bien arriver à avoir des modules et avoir la flexibilité de je le fais à distance, un peu dans les transports, etc. Et puis, il y a des moments où j'échange. Et on sait que l'engagement, c'est aussi le fait qu'on est dans une communauté, dans une cohorte d'apprenants, etc. Et c'est ces modèles-là qui sont les plus efficaces aujourd'hui. Et il va y avoir encore d'autres formats qui vont arriver avec d'autres technologies, etc. Un dernier point, Arnaud, tout dernier, et on revient sur le turnover et la difficulté de recrutement et tout. Ta conviction, c'est que l'entreprise qui forme, on lui est reconnaissante d'une certaine manière. Oui, je pense que la formation est un vrai vecteur de fidélisation de nos collaborateurs. Jusqu'à maintenant, on a toujours dit que c'était le salaire qui était le plus important. C'est fini. Le salaire est toujours important, mais ce qui compte le plus, je pense, pour les personnes que l'on a soit dans l'entreprise, soit que l'on fait venir pour les attirer, c'est à la fois la qualité de vie au travail et la formation. Le fait de pouvoir avoir une formation, beaucoup de personnes qui sont chez nous, en tous les cas, des plongeurs qui sont rentrés chez nous, n'ont pas de diplôme, n'ont jamais eu de diplôme, ont progressé petit à petit dans l'entreprise grâce à ces formations et arrivent à avoir des diplômes qui sont qualifiants, qui sont certifiants grâce à l'entreprise. Et là, il y a une vraie reconnaissance. Mais c'est vrai que le risque, tu veux dire, c'est qu'ils partent à ce moment-là. Et en fait, ils partent pas. Oui, alors à nous de trouver, je disais, il n'y a pas que la formation, il y a la qualité de vie au travail aussi, il y a tout ce que l'on peut mettre autour pour que la personne n'ait pas envie d'aller voir ailleurs. Mais de toute façon, on est maintenant dans une mouvance où malgré tout, on a quand même beaucoup de mercenaires qui bougent rapidement d'entreprise. C'est le lot quotidien. Il faut vivre avec, oui, voilà, c'est ça. Il faut vivre avec. Un mot de conclusion, Franck ? 2 mots peut-être, modularité en fait des formations. Je crois beaucoup en fait à des articles poussés, à des formations présentielles, e-learning, enfin plein de choses qui permettent d'être autour de tout ça. Et pour faire écho à ce que disait Arnaud là juste avant, je pense qu'effectivement le salaire vient maintenant en 3e place. Ouais. Je crois que c'est effectivement la perspective qu'on donne, on va dire en premier aux collaborateurs. Et je pense que l'apprentissage au sens général fait que ça permet de travailler l'adhésion des collaborateurs. Merci Arnaud, merci Pascal. Franck, merci. On reste ensemble. Non, on reste ensemble. Merci. Et on va continuer notre débat. On repart les amis, on continue notre discussion donc sur les talents, sur les compétences. Alors, j'ai mis délicate gestion des hauts potentiels. Bon, en gros, ce qui va nous intéresser, c'est sans doute les passerelles aussi entre les métiers. Passerelles à organiser quand on est justement en transformation de business model. Donc, Franck est resté avec moi. Florence Covet nous accompagne. Bonjour Florence. Oh. Vous êtes donc la DRH France de Sanofi. Et là encore, et merci d'être là, on est dans un secteur qui est évidemment en pleine réflexion, je vais le dire comme ça, après ce qui est en train de se passer. Et Loïc Michel, bonjour Loïc. Bonjour. Donc patron et fondateur de 365 talents. Un mot sur 365 talents, mais justement on va parler de passerelle. On va parler de passerelle, ouais. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui il y a que 20% du talent qui est réellement connu dans l'entreprise. Nous on accompagne les DRH pour mieux détecter et mieux mobiliser les compétences au quotidien dans leurs équipes. Et du coup, on a mis en place et on a développé une plateforme qui est une place de marché dynamique de compétences ou une Internal Talent Marketplace. Et je pense qu'on va y revenir.
C'est magnifique. Mais attends, c'est quoi ce chiffre? 20%. J'adore ces chiffres de RH, moi. 20% quoi, du potentiel humain, en fait, de l'entreprise est exploité seulement? Exactement, et c'est intéressant de faire le parallèle avec les hauts potentiels, puisque je pense que c'est une notion qui est aujourd'hui en train un peu d'être revue, reconsidérée, et ces hauts potentiels, c'était justement à peu près 20% de la population de l'entreprise sur laquelle on allait miser en termes de développement. C'est vrai. On est en train d'en revenir, et en fait, on s'intéresse aux 80% qui manquent. Et il y a d'ailleurs un chiffre intéressant, et je crois que c'est Deloitte qui l'a sorti. Ça tombe bien. Respect. On en sort beaucoup. Vas-y, Je crois qu'il y a 11% des entreprises qui disent ne pas avoir d'informations sur les compétences de leurs salariés en temps réel. Et ça, je trouve que c'est un vrai challenge. Florence, vous achetez ce chiffre-là donc ça veut dire 80% du potentiel RH de l'entreprise n'est pas exploité. Alors, je ne sais pas, moi, sur ce chiffre. Par contre, ce que je peux vous indiquer pour Sanofi, c'est qu'on a actuellement plus de 800 compétences dans l'ensemble de nos activités. Donc, c'est énorme. Donc, vous pensez bien que 800 compétences, ça ne veut pas dire qu'on les exploite pleinement dans tout ce que peut apporter nos collaborateurs, dans la façon de les former et d'envisager aussi des passerelles. Mais 800 compétences, c'est 800 compétences dont tu as besoin ou 800 compétences détenues. Détenues par les collaborateurs de Sanofi. Détenues. Après, ça ne veut pas dire que ces 800 compétences, on en a certaines qui vont vraisemblablement être peut-être de moins en moins importantes dans les années qui viennent, et d'autres, au contraire, qui vont prendre de plus en plus d'importance. On pense bien entendu à tout ce qui est data analyst, data scientist, digitalisation. Donc effectivement, on a un volume, un vivier de compétences de l'ordre de 800 au sein de Sanofi. Alors, ton défi aujourd'hui? Bien, le défi, justement, c'est de préparer au métier d'avenir. Ça, c'est essentiel. D'envisager ces passerelles entre nos différents métiers. Et comment on prépare? C'est au travers de plusieurs outils, à la fois des outils classiques, parce que je pense qu'il faut pas être forcément dans des grands effets de balancier. C'est ce qu'on appelle traditionnellement la GPEC ou la GEPP. Ouais. Là, c'est tout simplement l'évolution de nos métiers. Ça s'applique particulièrement à un pays comme la France. En France, Sanofi, c'est 25 000 salariés. Donc, avec l'ensemble des métiers qui sont présents sur la France. Et puis des choses qu'on appelle plus le strategic workforce planning, avec une entrée qui n'est pas forcément par les métiers, mais davantage par les compétences. Et donc là, ce qui se passe, c'est... Alors, d'abord, est-ce qu'il y a... Alors, sans doute pas à l'échelle de ce qui s'est passé pour Elior, qu'on a raconté il y a quelques instants, mais est-ce qu'il y a une réflexion aujourd'hui sur le business model de l'entreprise? Et quelle est sa traduction en termes de stratégie RH? Alors, c'est vrai que par rapport au témoignage que vous avez eu sur Elior, où on voit qu'il y a une accélération énorme au travers du Covid, on a quand même, dans les métiers de la santé, une évolution énorme de nos compétences, avec tout ce qui est la biotechnologie ou la bioproduction. Il faut savoir que Sanofi, traditionnellement, était un métier de chimiste. Ouais. Et là, il y a un changement important de nos compétences. Donc ça, c'est quelque chose que l'on doit regarder, que l'on doit anticiper. Il y a une course importante sur ces compétences. Et nous, on mise en interne sur des modèles de formation, notamment au travers de ce qu'on appelle le 70-20-10. Le 70, c'est-à-dire que 70% de la façon de vous former, de vous développer, c'est au travers de l'expérience professionnelle. Le 20%, c'est davantage l'accompagnement managérial, le coaching, tout ce qui tourne autour de mentorat. Et le 10%, c'est vraiment la formation telle qu'on l'entend classiquement. Alors, classiquement, avec beaucoup d'e-learning versus du présentiel. Ouais. Et c'est comme ça que l'on va préparer nos collaborateurs sur nos métiers d'avenir. 70-20-10. C'est notre modèle. 70, donc attends, je veux bien comprendre. 70, c'est finalement ma pratique quotidienne. La pratique quotidienne. Et la façon dont je la fais évoluer par mon intelligence, etc. Et le Kaizen de Toyota, quoi. Voilà, l'amélioration continue. Okay. Tout à fait. 20, c'est les tiers au sens, encore une fois, le manager qui doit vous faire progresser, c'est le mentorat, c'est le coaching. D'accord. Et le 10, la formation classique. Voilà. Comment tu juges ce cocktail totalement en ligne.
Non, totalement en ligne. Et avant, c'était plus 10, 20, 70. D'ailleurs, c'était l'inverse. En fait, on a un peu retourné le modèle, on va dire, depuis 10, 15 ans, pour faire court. On est beaucoup plus sur l'apprentissage au jour le jour, quotidien dans l'entreprise. Et on revient au point qu'on a soulevé auparavant. Et un point extrêmement important, c'est aussi la projection, comme vous l'avez soulevé, sur le Strategic Workforce Planning. C'est l'anticipation à horizon de 3-5 ans, simplement de la demande et de l'offre au niveau des compétences et des métiers, en tout cas au niveau des entreprises. Oui, mais Florence, on est sur des compétences qui, pour certaines d'entre elles, sont, c'est de la très très haute qualification quand même chez Sanofi. Quand on parle justement de tout ce qui est recherche, etc. et tout. Donc là, ton 70-20-10, il est pas plutôt, je sais pas moi. 50, 20, 30 au moins? Non, parce qu'en fait, effectivement, on a des métiers très qualifiés. Alors, il faut savoir que chez Sanofi, on va quand même, puisqu'on a un spectre de métiers très très vaste. Ça va bien sûr, on pense tout de suite à la recherche et au développement, où là, effectivement, on a des gens hautement qualifiés au démarrage en termes de formation initiale avec des bacs +5 et au-delà, mais on a aussi toutes nos usines de production. En France, c'est plus de 18 usines de production, 6 sites de distribution. Il y a la production et la distribution. Donc ça, on est davantage sur des gens qui ont des qualifications bac +2, bac +3. Donc le modèle s'applique particulièrement aussi à toute cette population. Dans nos usines, on a plus de 12 000 salariés. Donc c'est vrai que on mise sur cette mise en situation, mon fameux 70%, mon 20% parce que on a cet accompagnement, j'allais dire quotidien des managers et toujours encore une fois la formation. Loïc, comment est-ce que tu écoutes ce que dit Florence? J'achète. Comment est-ce que ça rentre dans ta marketplace là Ça rentre par l'angle de la formation, qui est la montée en compétences ou le développement des compétences. Internal Talent Marketplace, magnifique. Exactement. Mais il y a énormément d'angles en fait qui peuvent être couverts par cette volonté de mettre en relation de manière plus dynamique l'offre et la demande de compétences. Et je trouve que la notion de montée en compétences, elle peut s'aborder sous l'angle de la mission, de la mise en situation, elle peut s'aborder sous l'angle de la profession, du métier, du coup au travers de la mobilité interne, et puis après elle peut s'entendre vraiment au niveau de la projection, du développement des compétences par la formation. Je trouve que l'angle mission, il est intéressant, parce que c'est un bon moyen, on est en plein dans le 70%, de commencer à toucher à un univers sans y être complètement plongé ou sans prendre tous les risques de faire cette transformation radicale. On aime bien prendre l'exemple du manager dans un groupe bancaire qui va découper un projet ou un poste de lancement d'offres au niveau du marché du retail en particulier, en 3 missions plutôt que de faire qu'un seul bloc d'un poste pour voir cet enjeu-là. Et du coup, 3 missions, l'une sur la conception du processus de mise en œuvre, l'autre sur le SI parce qu'il va falloir le câbler, et puis la 3e mission sur la communication, le changement. Et en fait, multiplier ces 3 missions et découper un poste en 3 missions, c'est un bon moyen, en fait, d'avoir un gain en mobilité parce qu'il y a d'autres intervenants, d'autres univers dans l'entreprise qui vont pouvoir contribuer. Un gain en transversalité puisqu'il y a plusieurs équipes qui collaborent. Donc là aussi, pour bien comprendre, plutôt que d'avoir une seule équipe qui s'occupe de la totalité, en fait, du lancement du produit, c'est ça? Exactement. Tu vas avoir des compétences différentes. Exactement. Et que tu peux même aller chercher à l'extérieur, d'ailleurs, parce qu'il faudra qu'on dise un mot quand même de l'entreprise étendue, de l'open talent, du freelancing et tout ça. Ouais, tout à fait. C'est ça l'idée. L'idée, c'est avant tout de travailler sur les compétences en interne et d'aller les chercher en interne. Mais effectivement, au lieu d'avoir un poste et de chercher la perle rare pour faire ce poste, pourquoi ne pas le découper en 3 missions et mettre à disposition ces missions-là au niveau de l'entreprise au global? C'est intéressant. Oui, on fait aussi. Mais oui, non, mais c'est pour ça que je me tourne vers toi. Je pense qu'effectivement, et ce qui nous permet ça, c'est l'intelligence artificielle, bien entendu, qui va nous permettre. Ce qui était peut-être un petit peu théorique il y a encore quelques temps, là aussi, il y a une accélération importante. Et chez Sanofi, on envisage effectivement ce talent marketplace, c'est-à-dire de permettre à des collaborateurs, où qu'ils soient dans le monde, de pouvoir contribuer
pour 20% de leur temps sur une mission qui n'est pas dans leur poste, qui n'est pas dans leur activité, ni même leur direction, mais parce que on va aller rechercher ces compétences dont on a besoin sur tel ou tel projet. Je peux avoir un projet, par exemple, en France, et j'ai quelqu'un qui a une compétence dont j'ai besoin pour mon projet, mais qui se situe en Asie, en Italie, et on va aller chercher cette compétence, et il va nous la mettre à contribution, à hauteur peut-être de 20%, ce qui va permettre, lui, bien entendu, de se développer. Ça, c'est important. Bien sûr. D'interagir avec des équipes qui sont peut-être pas ses équipes habituelles. Bien sûr. Et puis, pour le projet en question, de pouvoir avancer directement avec ses compétences qui sont en interne, sans nécessairement aller chercher à l'externe. Et ça fonctionne. Ça va fonctionner. C'est peut-être plus d'ailleurs à Loïc que je dois poser la question, mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle vient faire là-dedans? Elle vient apporter la granularité qui manque sur la détection des compétences, justement. On a souvent une approche plutôt collective, globale sur les compétences. On essaye de les enfermer dans des référentiels, des choses très structurées. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on arrive à aller la capter sous toutes ses formes, à partir de différentes sources d'informations, dans différentes langues, et à partir de tous les outils disponibles dans l'entreprise. D'accord, ok. Non, parce que dans ton projet et au-delà en fait de participer à effectivement un projet qu'on aura découpé, toi tu veux aussi finalement qu'il y ait des passerelles mais les plus larges possibles entre les différents métiers de Sanofi. Oui, il faut qu'il y ait... Alors, faut pas non plus, il n'y a pas de baguette magique non plus, on pourra pas tout faire. Non, mais il faut réussir à casser les silos, ce qui nécessite cette anticipation, c'est vrai, ça c'est pas la chose la plus facile compte tenu de l'accélération des évolutions technologiques ou autres. Donc on anticipe et là on arrive effectivement au travers de cette anticipation à envisager ces passerelles en cassant justement, et le champ des possibles, il est énorme. L'intervention précédente, c'est aussi l'apprenant. Le fait de vouloir apprendre et d'avoir les moyens aussi d'accompagner les collaborateurs nous permet effectivement d'envisager ça. Et en plus, on le voit au travers de ce que l'on a vécu là depuis quelque temps, le travail à distance avec des équipes qui sont au travers du monde entier, puisque Sanofi, c'est 100 000 collaborateurs et qui opèrent dans beaucoup de pays. Je crois qu'on a plus de 145 nationalités. On a donc ce terrain de jeu qui nous permet d'envisager ce type de passerelle. Mais tu me disais, alors si on parle justement des hauts potentiels, un gars aujourd'hui qui fait de la recherche, qui est peut-être dans une forme d'impasse, tu le sens tout à fait capable d'acquérir des compétences en finance, par exemple, pour pouvoir continuer l'aventure et la continuer différemment. Oui. Alors après, ça va dépendre effectivement de sa volonté, évidemment. Là, c'est particulièrement l'exemple qui est difficile parce que quand vous êtes en recherche, vous êtes particulièrement dans un métier passion qui vous oui, alors laissons de côté la recherche, mais on va dire en tout cas. Bien entendu, voilà, bien entendu. Certains des bacs plus 64 que tu as. Je pourrais citer, par exemple, en recherche, on a des techniciens de laboratoire. Rien n'empêche qu'ils aillent dans des métiers plus de production, par exemple, où en plus il y a une technologie de plus en plus forte. Et ça s'organise. Ça s'organise dans une marketplace. Et ça s'outille via l'intelligence artificielle qu'on a évoquée déjà, puisqu'en fait, l'IA va faire des maths sur de la donnée. Et ces maths vont permettre notamment de faire des équations qui vont aider les équipes RH à identifier des passerelles qu'on n'avait pas pu identifier avant. Et typiquement, un biostatisticien, si on lui enlève la dimension chimie et qu'on lui rajoute une dimension assurance, peut devenir un très bon actuaire. Et cette petite corrélation-là, si on trouve du coup la granularité en termes de formation qui va bien, on est capable de faire évoluer les gens alors qu'on ne pensait pas pouvoir les faire évoluer. Les actuaires, c'est ceux qui calculent les risques dans l'assurance, c'est ça. Exactement. Ouais. Franck, oui, on rentre tout ça. Oui, non, mais c'est passionnant. Mais après, il y a toujours un petit frémissement quand on se rentre en équation et quand on rentre ce qu'on est finalement dans des équations, dans des algorithmes, dans de l'intelligence artificielle. Moi, en résumé, je parle beaucoup d'écosystème de collaborateurs. On est plus sur un modèle hiérarchique, on est sur un modèle plus large. Et pour le coup, on intègre beaucoup. L'entreprise doit être l'agrégation, en tout cas, de plusieurs talents et plusieurs compétences pour servir les besoins de l'entreprise et les objectifs. Bon, alors, on n'a pas le temps, mais un tout dernier point, parce que tu fais tout ça tout en préparant l'avenir, et tu es en pleine guerre des talents, et en allant chercher dans les écoles, partout,
Partout. L'ensemble des futurs talents dont Sanofi aura besoin. Oui, c'est à la fois, donc on va chercher au travers, bien sûr, en France, de l'alternance, des stages, des VIE. Ça, c'est important. On a plus de 1600 jeunes en alternance et 1000 qui sont en stage et autres. Et ça, c'est un vivier formidable. Ça apporte beaucoup aux équipes. C'est effectivement la guerre des talents. Mais on a à cœur aussi chez Sanofi, non seulement de se constituer de ce vivier, ça c'est important, mais également de les mettre en lien avec tout notre écosystème santé. Parce qu'il y a aussi souvent, et c'est vrai dans beaucoup d'activités, des notions de filière. Donc ces jeunes-là, qui sont l'avenir, qui sont nos talents pour nos futurs leaders, non seulement on les fait monter en compétences, mais également on les met en relation avec des startups de la santé, avec tout l'écosystème santé pour qu'ils puissent poursuivre. Eh ben justement, les startups, on va en parler. Merci Florence, merci Loïc, merci Franck de m'avoir accompagné. Vous restez avec nous parce que on se retrouve tout de suite. Justement, on reçoit 5 startups, alors non pas dans le domaine de la santé, mais dans le domaine des RH, qui vont présenter leurs dernières innovations. Et puis bien sûr, Future of HR qui continue toute la semaine. Vous faites votre programme sur mesure, futureofhr.fr, avec des rendez-vous en petit comité pour répondre à vos problématiques et à vos enjeux prioritaires. Mais à tout de suite donc avec les startups.